avec une figure, tu balances et tu continues ton analyse. Et on aura l'occasion de faire beaucoup plus dans le groupe sur toutes ces méthodes d'analyse et autres là. C'est ça. Ouais. C'est tellement intéressant. C'est ça. Oui, comment tu analyses l'or, les méthodes bases, les sulfures, le carbone organique, l'arsenic, en tout cas les éléments majeurs. Pour ce qui est de l'or, en tout cas. Voilà. C'est ça. Il y a une méthode qu'on n'a pas mentionnée, la méthode LOCO, LECO, que les gens de l'usine utilisent beaucoup parce que ça te permet, oui, LECO, l'écho. L'écho. Oui, cette méthode te permet d'avoir le charbon actif organique qui n'est pas encore chargé d'or, les sulfures qui sont activés, et il te permet d'avoir l'oxygène dans la solution et il te permet d'avoir autre chose, le pH et autres, là, en une seule analyse. Donc, c'est super important pour savoir tes concentrations, est-ce que la flottation a marché, est-ce que les bactéries, si tu fais du biolixiviation, voilà, c'est tellement intéressant ces trucs-là. Et puis les géologues ne doivent pas laisser aux d'autres. Il n'y a pas quelqu'un qui comprend mieux que les géologues son minerai. Donc ne laissez pas ça aux autres, s'il vous plaît. Comme je dis, c'est votre enfant. N'importe qui doit envoyer l'enfant ou essayer de l'éduquer d'une façon que vous n'aimez pas, vous intervenez. S'il vous plaît. C'est ça. C'est notre propriété. Hein? Yaya, Doma, vous êtes de l'école Randgold. Vous connaissez très bien comment les géologues étaient puissants. Et si tu fuck up leur minerai, tu as des problèmes, tu vas partir. La belle époque. Yeah, tu te rappelles? C'est ça. Je pense que monsieur Kakou en a fait pareil. Il y a aussi beaucoup de projets que Monsieur qui? Monsieur Kakou, il en a fait pareil sur des projets de ça. Ah bon? Vraiment, on s'amuse pas avec Il était où? Il avait dit le méchant là. C'est la réputation que j'ai. Non, je veux parler comment on appelle, de l'échantillon, la valeur de l'échantillon, voilà, c'est ça qui était... Oui, non, bien sûr, mais ce message-là, tu ne le passes pas en souriant aux gens. Et en général, tu passes pour le méchant. Dès que tu deviens méchant sur ces sites... Après, j'ai fait Arrivé Gold, j'ai rejoint Newmont, et c'est le Newmont que je suis venu avec Saint-Amine. Voilà. Super. Donc, dès qu'on vous taxe de méchant, c'est que vous faites bien votre travail. Ça, merci. Ça, c'est vrai. Merci le boss. Merci là-bas. Yaya, tu te rappelles, j'ai chassé le labo du Ghana, les premières heures de Tongon. C'est ça. Je pense que c'est le labo Intertech, non, si je me trompe. Intertech. Je sais plus c'était qui. Je ne sais plus c'est qui. On a fait un rapport qui s'est salé sur eux et puis voilà, un des patrons a perdu son contrat. C'est vrai. C'est tout. C'est vrai. Ah ouais. Les trucs, c'est notre groupe. Il faut que, vraiment, ça, vous avez vraiment beaucoup de quoi à ce niveau. Ça, vraiment, chapeau. Je touche à tous les domaines. Moi. Je tout, mais vraiment. Tout ce qui touche à notre minerai là, on doit être comme monsieur Kakou. Ouais. Les gens doivent nous détester. Ils doivent nous détester. Désolé, j'ai chassé au Sénégal, il y a un plant manager que je viens de chasser parce qu'on veut faire du heap leach. Le gars est allé me faire tous des tests de bottle roll. Je dis, toi, tu ne comprends pas ce que tu veux faire. Tu veux faire de la lixiviation statique et tu vas me faire des tests dynamiques. C'est que toi, tu ne comprends pas ce que tu fais. Il fallait me faire des tests de colonnes, des colonnes tests, pour que je puisse savoir le tassement, puisque la percolation
les possibilités de rétention de l'eau ou non, ou quoi. L'agglomération, est-ce que c'est bien fait? Tu dois le faire avec plusieurs ratios, ratios de 5:1 minerai à ciment, jusqu'à avoir 5 ciments sur un minerai, et puis tu testes tous ces échantillons sur une colonne, tu me dis lequel a la meilleure récupération, qui a le moins de tassement, qui retient moins l'eau et qui me sort le plus d'or. Toi, tu vas me faire des tests de bottle roll. On l'a arrêté. Il ne comprend pas ce qu'il veut. Voilà, ça doit être comme ça. Je vois que les gens font beaucoup de bottle roll parfois pour les tranchées, je vois souvent. Quel est Pour votre les tranchées, les échantillons des tranchées? Je vois c'était. Oui, tu peux le faire. Si tu veux faire de la lixiviation en cuve, Oui. que ce soit du CAL ou du CIP, parce qu'il y a une différence aussi entre ces deux méthodes. Mais tous les deux sont des lixiviations en cuve, opposées de la lixiviation en tas. Tu peux faire les premières indications, on les obtient effectivement avec les tranchées, avant d'avoir du minerai disponible. Voilà. Donc, tu peux le faire grand, oui. Ok. Ouais. Il va te donner normalement ce que tu peux récupérer en lixiviation dynamique en cuve encore. Pas une lixiviation statique où tu arroses seulement, les choses percolent, il capte ou il ne capte pas, il est gêné par les argiles ou non, il est gêné par les sulfates ou non, il est gêné par les carbonates ou non. Voilà, il prend l'or où il passe et vient. Voilà, des trucs comme ça. On doit faire un truc même sur les tests à faire avant d'arriver à l'usine. Il nous faut une formation sur ça. Ce serait très bien. Oui, Michel Yaya, ce serait très bien. Moi, si j'ai du temps, moi-même, je vais le faire. La batterie de tests à faire avant d'embarquer dans une étude de faisabilité 100%. C'est ça, vraiment. Ouais. C'est super important que les géologues connaissent ça. Ton minerai, il va répondre comment? Pourquoi il ne répond pas? Voilà, des trucs comme ça. C'est ça. Ok. Merci beaucoup. C'est super important, boss. Merci beaucoup, boss. Merci. Ok. Donc, est-ce qu'on a assez de monde? Si on veut résumer, Oui. Bon, pour nous qui faisons beaucoup l'exploration aurifère, on va très tôt commencer par Aqua Regia pour les premiers échantillons de la géochimie. Après, un peu de bottle aussi pour les tranchées. Mais maintenant, pour les forages, il faut plutôt faire un peu plus de fer AC qui peut être couplé aussi. Oui, il faut faire fer AC et faire des tests de Litchwell et des tests de Aquarija aussi. Parce que le fer AC, comme je dis, va te donner tout l'or qu'il y a dans l'échantillon. Mais le Litchwell ou le Aquarija t'indique la portion de cet or qui est disponible tout de suite en lixiviation. C'est ça. Maintenant, si tu veux connaître si c'est dans la lixiviation en tas, il faut faire plus du column test, des tests en colonne. Ce sont des tuyaux transparents où on met le minerai, on l'arrose et on regarde. Alors que le bottle roll, c'est on prend le minerai avec le jus cyanuré, on le met dans des bouteilles et on le tourne pendant 12 heures, 8 heures, 12 heures, 24 heures, 48 heures. Et ensuite, on extrait le liquide pour l'analyser, pour voir s'il a pris l'or qui était dans l'échantillon. Voilà. Donc, c'est à peu près ça. Mais il faut juste vous rappeler que on aime déterminer la teneur totale de l'or, mais peut-être qu'on ne peut pas sortir tout cet or. C'est ça. Voilà, c'est ça le problème, souvent, entre parce que si tu as un échantillon de 6 grammes et 4 grammes de cet échantillon est de l'or grossier, le fer a assez risque de ne pas le voir, à moins que tu fasses une finition gravimétrique. C'est ça.
Ouais. Ou bien que tu fasses comment on appelle le screen métallique, où on tamise, on analyse les deux portions séparément, la portion fine et la portion grossière, séparément. C'est ça. Ouais. Voilà, parce que le concassage, la pulvérisation, tout ce qui est or malléable, il va rendre ça en plaquettes et puis tu risques de ne pas retrouver ça dans ton échantillon. Il va coller quelque part et puis voilà quoi. C'est ça. Ouais. Ouais. C'est l'échantillon que tu as observé et tu as logué, comment il est. C'est ça qui, après, si vous dites dans le forum, on va vous dire teste telle méthode. Et c'est ça l'avantage du forum. Que les gens n'aient pas, euh, comment on appelle, qu'ils ne soient pas timides. C'est ça. C'est ça. Ouais. Faut parler. Ouais. C'est ça. Ouais. Et tu dis, les gars, Poser les questions. j'ai ça et j'arrive pas à comprendre. Qu'est-ce que vous en pensez? Boss, par exemple, la méthode qui est un peu en vogue actuellement avec les CPA là, j'avoue qu'on a fait des échantillons. Bon, c'est pas, on a eu pas directement notre projet, mais c'est ce que le grand frère Zombo disait. Pour les échantillons de rôle, par exemple, il ne faut pas forcément, il faut pas faire la méthode du CPA là, dont la teneur, la limite de teneur est un peu plus élevée, et qui fait que, voilà, bon, tu n'as pas vraiment. CPA, c'est quoi? Please. C'est la méthode photon là. Krypton. Ah, photon. Oh, Photon, ouais. OK. Photon, c'est de la politique. Ah. Notre patron a chassé SGS de Kibali à cause des gens de Photon. Ils viennent, ils ont fini par faire du fire assez comme truc là. Parce que Photon ne marche pas haut. Ils ont fait beaucoup de publicité dans ça. La limite de détection est très high. C'est très variable. Voilà. Un autre problème qu'on a avec le photon, quand tu as le Fire AC ou les Aquarija, pour le standard, le CRM, tu ne donnes que 100 grammes ou bien 50 grammes, n'est-ce pas? Oui. Mais là-bas, il faut donner une capsule, c'est-à-dire une boîte. Voilà, de 500 grammes, c'est ça. Oui, 500 grammes. Et ça coûte, le projet coûte plus cher. Oui. I remember. Oui. Et nous, on a essayé à Kibali de rappeler tous les standards qu'on leur avait donnés et de mettre ça encore dans le circuit pour voir si le standard a été détérioré. Voilà, et on a fait un rapport sur ça. Et on a vu que ce n'était pas trop détérioré. On remet les mêmes standards. Finalement, c'était devenu moins cher. On n'achetait plus. Allez, papa, sinon ton patron va te chasser. Si chaque 2 échantillons, tu prends 1 kilo de standard. Aïe, il va te chasser. Okay. Donc, toutes ces méthodes-là. Pendant que le doyen parle, j'ai envoyé quelques fichiers Excel dans le groupe directement pour ne pas que certains manquent le fichier. Durant le cours, on va toucher ces fichiers-là. C'est des fichiers Excel. Bon, malheureusement, j'ai laissé les diagrammes à l'intérieur. Bon, mais bon, il n'y a pas de problème. On va le refaire ça. Okay. Je pense surtout des 4 fichiers. Des fichiers Word. Merci, boss. Bon, monsieur, allez-y. Ok, nice. Bien. Et donc, voilà donc le doyen a mis fin au deuxième module. Je pense que les questions sont toujours ouvertes dans le chat. Si vous avez des questions, voilà, on peut toujours revenir. Voilà. S'agissant donc du module 3, je vais aborder cela un peu. C'est la validation des données. Voilà. La validation des données. Je pense que c'est un très bon cours que le doyen a organisé déjà, dont une formation a été faite récemment sur comment valider, comment gérer une base de données approfondie. Je pense qu'avec Ezekiel et l'aîné Martial, c'est un bon cours aussi qu'il faudra prendre. Je pense il y a eu donc le traitement à partir de la création d'une base de données par Access, et puis encore, j'oublie le dernier logiciel avec lequel Martial a fait une belle présentation. Mais donc,
ici, nous allons aborder légèrement, puisqu'on ne peut pas parler de traitement de données sans parler quand même, sans aborder validation des données. Mais on vous recommande vivement ce cours-là. Voilà, c'est un cours qui a été fait, je pense que sur plus de 3 semaines, non, vraiment un cours qui a été traité en long et en large. Voilà. Ici, nous allons donner quelques rudiments. Voilà, qu'est-ce qu'on peut donc faire avec une base de données visible dès l'instant qu'on gère un projet. Il y a certains paramètres qu'on peut déjà développer. Je veux dire, il y a certaines fonctions que Excel nous permet d'appliquer à notre base de données avant même d'utiliser des logiciels. Voilà. Donc, on va ouvrir ensemble le premier fichier, je pense, voilà, le fichier Database IOGAS Validation Test. Voilà. Voilà. C'est une base de données de IOGAS. Voilà. Mais j'ai mis quelques détails, quelques détails pour qu'on puisse mieux comprendre le fonctionnement de ces bases de données. Voilà. Donc, pour suivre le déroulé du cours, du PowerPoint, avec Excel, on peut déjà apercevoir quelques erreurs très rapidement de notre base de données. Voilà. La première des choses, en ouvrant la base de données, on peut réduire le pourcentage. Voilà. En général, on a toujours un pourcentage de 100% de notre fichier. On peut réduire le pourcentage pour s'apercevoir de certaines erreurs ou bien certains additifs, certaines données ajoutées au fichier. Je m'explique. On a un fichier comme ça, voilà, où vous avez ici on a un peu en anglais ici, sample number, le numéro d'échantillon, Easting, Noving, les coordonnées long lat, la rigolite, la géologie, avec voilà, on a les données quelle est la taille donc de l'échantillon, comment on appelle, c'est une donnée, comment on appelle ça, sample medium. Bon, on en reviendra dessus. Ici, vous avez l'or, voilà, la tenue en silice, voilà, on a les éléments majeurs progressivement, on a les éléments en trace jusqu'à la fin. Qu'est-ce que je voulais dire par ça? Vous réduisez ici le zoom. Vous réduisez le zoom. Vous voyez que si par exemple une donnée est saisie ici, par exemple comme ça, ou bien quelqu'un par inadvertance a saisi une donnée de ce côté, vous voyez que c'est un peu compliqué de voir. C'est un peu compliqué de voir. Parce qu'on peut être en train on peut ouvrir le fichier Excel et puis bon, votre doigt, hein, c'est-à-dire que l'erreur peut venir de vous, hein, votre doigt est là et puis vous saisissez, voilà, un chiffre là ou bien une lettre là. Vous voyez que ça pose un problème, ça pose déjà un problème. Donc, ce qu'on peut faire déjà en réduisant, comme on a dit, le fichier, il faut venir ici, faire un clic ici, un clic gauche, pardon, voilà, un clic gauche, vous maintenez la touche CTRL, SHIFT et CTRL, SHIFT et vous faites vous maintenez la touche, je sais pas comment dire, la flèche d'avant. Ouais. Je reprends. Vous cliquez ici sur, vous voyez mon écran? Ok. Ici, vous venez donc à la fin du fichier simplement. Voilà, vous cliquez là. CTRL, SHIFT et la flèche qui fait avant, la flèche avant, voilà. Faites la flèche avant. Et facilement, vous faites supprimer. Voilà. Faites supprimer, faites supprimer. Juste parce que c'est ton fichier, il se peut qu'il y a des erreurs, tu ne peux pas tout voir en fait. En réduisant, c'est trop compliqué parfois. Donc, facilement, vous faites, venez à la dernière case là, à la dernière colonne, voilà. Et vous faites de même aussi pour la dernière ligne. Vous venez à la dernière ligne, c'est facile, vous faites CTRL SHIFT, vous faites
la flèche du bas. Voilà. Et donc, vous venez facilement à la dernière ligne et vous faites la même chose. Voilà. On fait contre. Là, on veut supprimer toutes les données voilà, des données qui peuvent apparaître en bas du fichier, c'est possible. Voilà. Voilà. Parce que Excel, facilement, il peut prendre des erreurs. Donc, faites, voilà, CTRL, SHIFT et la flèche du bas, vous maintenez. Donc, toutes les données qui sont donc en dessous de votre données, vous faites supprimer. Voilà. Voilà un peu. Là, on n'a même pas encore touché même le contenu de votre donnée. Mais tout ce qui peut advenir, voilà, tout ce qui peut apparaître, du fait même de votre propre manipulation du clavier, voilà, certaines erreurs peuvent arriver. On a eu à éviter certaines erreurs comme ça lors d'un programme au Burkina. C'est un doyen qui m'a filé sur ce doc-là. Voilà, ce n'est pas écrit, mais bon, vraiment avec le temps, cela peut arriver. Voilà. Donc, ça, c'était la première touche pour vérifier ces données. Donc, comme je le disais, c'est ici, voilà ce que j'ai mentionné. Supprimer les touches à droite et en bas de la feuille par CTRL SHIFT. CTRL SHIFT. Voilà, c'est SHIFT, pardon, c'est pas lock. CTRL SHIFT. SHIFT. Plus flèche du bas, plus flèche en haut. Voilà, la flèche du bas pour supprimer, puis la flèche avant à droite, ensuite faire supprimer. Voilà. Voilà. Je pense que c'est la même opération que j'ai répétée ici. Voilà. Voilà, il y a, ok, bon, ok. Allez-y, madame. Vous posez la question en même moment. Allez-y, vous écoute, madame Koulibaly. Je pense, ok. Elle dit, je ne vois pas la flèche d'avant, s'il vous plaît. C'est haut, bas, gauche, droite. Il faut dire la flèche droite. La flèche droite, ok. La flèche. Directionnel, il y en a 4. Donc, oui, haut, voilà. bas, gauche ou droite. La flèche droite et ensuite la flèche du bas. Et je vous assure que c'était un programme de forage. Et puis bon, je lui ai dit, mais comment tu as fait pour savoir qu'il y avait des trucs de l'autre côté? Il m'a dit, ah, mon jeu, c'est comme ça. Souvent, avant même de mettre yoga bon, dans les logiciels, il faut, voilà, il faut faire avec Excel. Voilà. Voilà. Donc, voilà un peu la première opération qu'on peut faire avec Excel. Voilà, et se rassurer que les valeurs sont numériques aussi, voilà, avec Excel, ça aussi c'est important. Voilà, il faut se rassurer que vos données sont numériques, donc il peut faire l'opération de la somme. Bon, je pense que là, je vais revenir sur... voilà, ok. Vous voyez un peu, effectivement, c'est ce qu'on est en train d'éviter. Vous voyez qu'ici, les données, on a facilement la somme. Donc, on a des données numériques. Voyez. Et là, quand nous venons ici, c'est sûr, on n'a pas de données numériques ici. Donc, et il y a, je pense que, ouais, vous faites ici, clic droit, comme ça, non, pardon, cliquez sur là, venez ici, comme ça, et convertir tous les chiffres qui sont ici en nombre. Voilà. Je pense que c'est ça. Cliquez ici, convertir en nombre. Donc, ce qui est intéressant, vous pouvez sélectionner, voilà, je pense que la partie qui est okay. Bon, c'était juste un exemple, mais je vais revenir avec le fichier exact. C'est pour cet exercice-là, c'était juste pour supprimer à droite et à gauche, mais vous voyez que effectivement, vous voyez tous les chiffres, il y a des données qui ne sont pas en nombre ici. Donc, il faudra convertir toutes ces données-là en nombre pour que vraiment on puisse faire des opérations sur le fichier. Voilà. Donc, l'idée, c'est de sélectionner tout ce qui n'est pas, voilà, et puis vous venez, vous faites un clic d'ensemble, convertir en nombre. Ouais. Vous voyez que la première colonne, déjà, on a pas mal de données qui ne sont pas, qu'on ne pourra pas éditer. Il faudra venir ici et convertir tout ça en nombre.
Voilà. Donc, comme je le disais tantôt, voilà des astuces déjà qui permettent de travailler sur la qualité des données, euh, convertir tout ce qui est, tout ce que vous avez ici comme données en nombre. Parce que vous voyez ici, ça c'est bien. Le 25 plus le 15 nous donne facilement 40. Mais vous venez ici, quand vous venez ici, on n'a pas vraiment, pardon, ici on n'a pas vraiment une somme, puisque là, on n'a pas pu avoir la somme, parce que ce ne sont pas des nombres en fait. Donc, il faudra prendre le soin de vérifier que toute votre base de données, même, d'abord, s'agissant des chiffres, est-ce que c'est des chiffres qu'on peut facilement manipuler? Et tout ce qui est lettres aussi, tout ce qui est aussi, la formule, alphanumérique aussi, voilà. Alphanumérique, vous voyez souvent, voilà, des données alphanumériques aussi qu'il faut connaître. Voilà. Donc, tout est une question de base de données. Comme je l'ai dit, vous aurez vraiment à apprendre beaucoup dans la gestion de ces bases de données dans le cours de M. Ezekiel et M. Martial, sous la supervision de notre doyen, M. Diouf. Voilà. Je continue pour. Voilà, donc il faut se rassurer que toutes les valeurs sont avec la fonction somme. Il faut se rassurer qu'on peut manipuler les valeurs. Il fait, en s'agissant donc des données XY avec Excel, vous voyez, c'est très simple. Avant donc d'aller plotter les données, avec Excel, vous savez que vos équipes ont été sur le terrain, par exemple, et vous connaissez la zone dans laquelle vous travaillez. Vous savez que l'équipe de forage ou l'équipe de termitière ou l'équipe de géochimie est concentrée dans une zone bien définie. Et voilà un peu avec Excel, quand vous avez les données XY, voilà ce que vous pouvez manipuler. Vous venez ici, par exemple, vous sélectionnez les données X et Y, et avec CTRL SHIFT encore, vous faites la touche du bas, vous sélectionnez toutes les coordonnées X, Y. La fonction avec laquelle on peut réellement savoir s'il y a une erreur, c'est ici par exemple. Insertion, vous faites le nuage de points. Aussi simple. Le nuage de points ici. Ouais. Si vous avez le permis, vous connaissez la forme du permis. Vous voyez la forme du permis. Vous savez, après, on peut faire cette opération pendant la campagne, c'est ce qui est intéressant d'ailleurs. Mais je vous recommande d'utiliser beaucoup de logiciels, voilà. Mais avec Excel, voilà ce qu'on peut faire. Vous connaissez déjà le permis, vous savez la zone dans laquelle les gens travaillent. C'est inconcevable que des points apparaissent comme ça ici. Voilà. Qui apparaissent ici, c'est vrai qu'il y a un problème. Il y a un problème. Ça, ces petites erreurs-là démontrent combien de fois les gens ne sont pas parfois, comment dire, ils ne sont pas vraiment, ils ne vérifient pas la base de données avant. Ah bon, ça dépend du protocole qui est en place. Mais le géologue qui va sur le terrain, même s'il y a une gestionnaire de base de données, une database ou bien une équipe de database, mais c'est vous qui fournissez les données à la base de données. Vous ne pouvez pas faire des erreurs pareilles. Même avec le GPS déjà, on peut savoir s'il y a une erreur parce que vous enregistrez le point dans le GPS. Et donc, voilà comment Excel peut nous permettre à travers la fonction nuage de points de connaître rapidement quelques erreurs sur les coordonnées, comme je le disais tantôt. Oui, sur les erreurs. Voilà, mais je sais que, voilà, donc rassurez-vous, toutes les données que nous avons ici sont des valeurs qui sont bonnes, qui sont numériques. Voilà, vous voyez, c'est pour ça qu'on arrive à faire facilement l'opération de la somme. Donc, il n'y a pas d'erreur ici. Voilà, c'est plutôt ici qu'on doit convertir. Voilà. Donc, voilà une autre approche de Excel, voilà, permet à travers les nuages de points. Voilà. Est-ce que, voilà ce qu'on pourrait dire sur Excel, mais bon, pour les données de surface, voilà ce qu'on peut dire en résumé. C'est qu'il y a des choses aussi qu'on a certainement oubliées. Alors, donc, on va continuer. Je ne sais pas s'il y a un additif concernant Excel avant qu'on ne progresse sur quelques détails de IOGAS. Voilà. Est-ce que nos doyens, nos mentors ont des choses à ajouter? Parce que Excel, comme on le disait, moi je me rappelle de cette parole de mon doyen.
Dieu qui disait que Excel, c'est la mère des logiciels. Je ne sais pas si c'est toujours en vigueur. Ok. Ok. En tout cas, c'est un passage obligé. Hein. Euh, et docteur Yaya, tu peux aussi essayer une autre façon de vérifier que tu as du texte ou de vrais chiffres, c'est d'essayer de formater graphiquement. C'est ça. Moi, j'aime faire le formatage graphique d'une colonne pour voir là où il y a les fortes valeurs, les faibles valeurs. C'est ça. Et ça me permet de savoir tout de suite quoi, s'il y a des soucis. Donc, comment le faire, le formatage en même temps? On peut l'essayer si, Bon, tu prends une colonne, comme ça. oui, et puis tu mise en forme conditionnelle. Là où il y a, juste en haut, mise en forme non, à côté. Non, tu étais là-bas. Là où tu étais, c'est bon. C'est ça, le tableau là, ici. Oui. Ah, la conditionnelle, Oui. c'est ça, c'est ça. Oui, ça. Ça. Oui, ça. Tu peux descendre quatrième ou nuance de couleur. Par exemple, nuance de couleur, quatrième ligne. Ok. Voilà. Ah, voilà, c'est oui, ça. Oui, et là, ça te permet, voilà. Il y a des Tu peux choisir. On peut venir des histogrammes parfois. J'ai déjà fait cette opération. Oui, c'est à côté. L'histogramme, c'est à côté. Oui, les remplissages unis. Non, là où tu étais. Okay. Nuance de couleur. Nuance de couleur. Oui, le deuxième groupe. Ici. Le 3. Bon, tu peux prendre le dans barre de données alors. Barre de données, ok. Ah, ok. C'est ça. Oui, la deuxième. C'est ça. Ouais. C'est ça. Oui, ça aussi, c'est des trucs que les patrons aiment. Eux, ils aiment les trucs coloriés. Ils voient les teneurs. Voilà. Et puis aussi, tu peux essayer de faire dans une colonne où il y a du texte pour voir si ça va marcher. Par exemple, le MGO. Voilà, le MGO. C'est ça. Voilà, ou le AL. C'est ça. Il va venir voir les données et puis je fais tes soirs. Ah, ça n'a rien fait. C'est clair. Voilà, parce que c'est du texte. Oui, parce que c'est du texte. Voilà. Donc, c'est une autre façon aussi. Moi, dès que je reçois tous les résultats de multi-éléments, je fais d'un coup. Et c'est une autre forme de validation. C'est excellent. Thanks. Thank you. On peut rechercher du texte aussi. Oui. On a oublié de parler au niveau des méthodes d'analyse, les textes que les labos insèrent dans les résultats. Des fois, il y en a aussi. C'est ça. Et le projet doit avoir un protocole. Si je trouve le Lowell Detection Limit, je dois le remplacer comment? Si je trouve IS, Insufficient Sample, je dois le remplacer comment? Si je trouve LS, Lost Sample, je dois le traiter comment? Si je trouve comment reported not received, listed not received, voilà comment je dois le traiter. Merci, docteur. Je pense que vous avez développé ça. On a quelques slides dessus tout à l'heure. Vous allez. Ah, j'ai sauté alors. Non, c'est la même chose. Désolé. Autant pour moi. Merci beaucoup. Sorry. Merci beaucoup. C'est pas bon d'être en retard. Non, vous avez été à l'heure. Voilà. Donc, voilà quelques astuces que le mentor a précisé. Voilà, moi-même je connaissais pas ça. On apprend toujours vraiment. C'est le forum. Si vous avez des additifs, vous pouvez les apporter. En tout cas, le cours finira en tout cas. Je pense que ça va finir. Mais bon, il faut quand même on puisse valider l'essentiel qui est de comprendre, d'avoir quelques astuces. Voilà. Bien. Sinon, je ne sais pas s'il y a des questions dans le chat. Vous pouvez reprendre la dernière partie là. Alors, je ne sais pas de quelle partie. Donc, je reprends. Je reprends la partie s'agissant donc de vérifier s'il y a des tests au niveau de la partie qui doit être numérique. Voilà ce que le doyen a dit. Vous venez dans mise en forme conditionnelle, barre de données, voilà. Et vous voyez ici les histogrammes qui montrent que en fait ces histogrammes voilà.
S'il y a des valeurs, vous verrez facilement, voilà, vous voyez, il y a des valeurs ici. Voilà. Mais les autres, il n'y a pas d'histogramme parce que vraiment, ce sont des tests. Voilà. Et l'autre, ce qu'on avait fait, c'était c'était quand même des nuances. Voilà. Je pense qu'avec les nuances, on peut mettre l'échelle également, comme il a dit. Voilà. Mais donc, vous pouvez avoir facilement des nuances ici, des couleurs. Voilà. Voilà. C'est ça. En tout cas, c'est les petites opérations. Montrez-lui aussi comment convertir. Voilà, convertir. Convertir. Vous voyez ici, par exemple, là, l'opération, c'est qu'on n'arrive pas. Quand vous faites, par exemple, avec Excel, vous sélectionnez des cellules qui sont avec des chiffres. Naturellement, vous devez avoir une somme ici. Mais là, on voit qu'on a deux. Il a fait justement, il a additionné le nombre de lignes, en fait. Donc, pour convertir en nom, vous venez ici. Vous voyez ici, le signe là. Comment on appelle? Attention, là, faites comme ça et convertir en nom. Voilà. Vous voyez facilement, quand on a converti en nom, voilà que l'histogramme apparaît. Ok. Merci beaucoup, boss. Voilà. Donc, voilà quelques opérations sur Excel. Voilà. Et il y a une base de données sur des validations avec IOGAZ. Donc après ces quelques diapos là, après ce cours là, on va envoyer la version d'évaluation de IOGAZ afin que chacun puisse déjà l'installer. On va l'installer et puis on va faire le traitement. Donc IOGAZ a une fonction du nom de Data Doctor. C'est une fonction qui permet de valider quand même les données. Voilà, de valider les données. Et on en verra progressivement cette fonction. Voilà. Quand on va ouvrir IOGAZ, vous verrez qu'on va aller on va aller ici, on va venir ici, pardon, Data Doctor, et puis voilà, on pourra l'utiliser, on pourra vraiment travailler dessus. Voilà, c'est ce que je peux dire déjà sur IOGAZ. Et comme le mentor le disait tout à l'heure, il y a des valeurs, par exemple, qu'on reçoit d'un labo. Des valeurs qu'on reçoit d'un labo. Voilà. Je pense que c'est le fichier numéro 2 qu'on a envoyé. Non, le fichier numéro... Attends, je pense que il n'est pas encore parti, ce fichier. C'est le fichier... je peux vous envoyer le fichier rapidement. Le temps que... Bon. Désolé, c'est un fichier qui devait partir, comme on le disait, juste avant le cours. Voilà. Donc voilà, géochimie sample test. Voilà. C'est le fichier géochimie sample test. Ok. Voilà. Géochimie sample test. Si dès qu'on l'ouvre, par exemple, géochimie sample test. Voilà. On va l'ouvrir, de même que on va regarder un peu qu'est-ce que nous conseille IOGAZ. Voilà. IOGAZ. Voilà. Voilà. On a les valeurs négatives. Vous voyez, on reçoit beaucoup de données avec des valeurs négatives dans la base de données. On reçoit des données du labo avec des valeurs négatives. Quel est le traitement qu'on fait de cela en fait? Voilà. Vous avez la valeur négative, par exemple, moins 0,5. C'est le nombre de valeurs qui est moins 0,5 ici, ça c'est le pourcentage. Et qu'est-ce qu'on doit faire quand on est en face d'une telle valeur? En réalité, ce qu'on a eu comme expérience avec les données, et puis également selon la documentation de certains auteurs, des articles qui ont été publiés, et même IOGAZ le démontre à travers son manuel d'utilisation, c'est la limite de détection. Il faut donc faire la valeur absolue. Voilà, c'est-à-dire vous avez une valeur négative, donc moins 0,5 devient 0,5. Et fait donc la moitié, il fait l'opéra. Il faut diviser donc cette valeur-là par 2. Ce qui fait que quand vous avez une base vous recevez des données brutes du labo, il faut prendre soin de nommer ce fichier-là. Faire une copie de ce fichier, et de traiter maintenant le fichier et de laisser le fichier original, le fichier source tel qu'il est. Et dans le traitement, on peut travailler avec, que ce soit avec Excel ou IOGAZ,
les valeurs négatives comme ça, moins 0,5, il faut donc faire donc la valeur absolue et donc la moitié de cette valeur qui est de 0,25. Donc, toutes les valeurs qui sont moins 0,25 deviendront 0,5. Ça veut dire que si nous avons une valeur ici de moins 2, c'est clair qu'on va diviser moins 2 par 2, ça fait 1, et la valeur négative deviendra positive, deviendra 1. S'agissant des valeurs, on voit des valeurs 0 dans les bases, voilà. L'opération est de transformer ce 0 là en ne mettant rien dans la cellule en fait. On ne met rien dans la cellule. Voilà. Et on a également ici moins 0,5 qui est converti à 0,25. Voilà. Et quoi d'autre encore? Bon, ça, c'était des opérations qu'il effectuait. Voilà. Et des valeurs qui sont très négatives comme ça, moins 99, on voit parfois ces sont des valeurs moins 9999. Voilà. Il faut les remplacer donc par en ne mettant rien dans la cellule. C'est-à-dire, en anglais ici, c'est aucun en fait. Donc, vous ne mettez rien dans la cellule. C'est la même chose, ça, je pense qu'on vient de dire ça tout à l'heure. Voilà. Et comme le doyen vient de le dire, effectivement, c'est la même chose ici. Il y a des valeurs, comme il le dit, c'est les reported not received. Voilà. Ça, je pense que ça veut dire simple not received. Je pense que c'est comme ça. À moins que, voilà. Donc, vous voyez qu'il faudra remplacer ça. Il faudra simplement supprimer tout ce qui est à l'intérieur de cette cellule. Voilà. Il faut supprimer l'écriture et laisser la cellule sans y mettre quelque chose. Voilà. Parce que si vous mettez 0, 0 veut dire quelque chose, bien entendu. Voilà. Et voilà un peu une approche avec IOGAZ. Je pense que c'est les mêmes détails ici qu'on a ici. Voilà. En général, voilà, effectivement, on peut voir aussi cette opération, ce signe-là. Ouais. Et donc, il faut dire que il faut toujours, ça veut dire que c'est supérieur. Voilà, greater than detection limit. Donc, si vous avez une valeur supérieure à la limite de détection, par exemple de 10 000 comme ça, je pense que c'est ça, ou ce qu'on a par exemple des sorts. Et donc, il faudra remplacer simplement par la valeur qui est là. Je pense que le doigt est là, s'il y a deux choses. Parce que la première recherche, quand c'est supérieur à la limite de détection, à la limite supérieure de détection, il faut voilà, mettre la valeur. C'est-à-dire, si on a supérieur à la 10 000, il faudra mettre 10 000. Voilà. Bon, donc, sous réserve que le doigt intervienne à ce niveau. Et donc, pour les autres, comme on l'a dit, il faut mettre, il faut supprimer simplement ces noms de valeur. Voilà. Et c'est ça aussi le problème qu'on a. Et tout ce qui est test, il faut les transformer en nombre. Tout ce qui est test, il faut les transformer en nombre. Voilà. Avant que je ne continue. Voilà. Donc, voilà quelques opérations que nous allons faire avec notre fichier, le dernier fichier que je viens de vous faire parvenir. Voilà. Donc, si le doyen, M. Kakou, a deux choses à ajouter concernant cette opération, quand elle est supérieure à la limite de détection, voilà. Est-ce que vous avez des additifs? Non. En tant que traitement, non, mais on demande au labo d'étudier notre méthode d'analyse. C'est tellement là où la gravimétrie intervient. C'est ça. Et sinon, pour ce qui est du traitement, bon, on demande au labo de nous faire un retour avant d'aller plus loin avec la valeur réelle de cet échantillon, mais de cette analyse. Merci. Merci beaucoup. Oui, juste ajouter que ça dépend du projet et du logiciel. C'est ça. Donc, ce que vous faites là, ça doit figurer dans les SOP de votre projet. C'est ça. Les Standard of Procedure, les procédures standards du projet. C'est ça. Oui, quand on audite un projet aussi, et puis on voit un technicien faire comme ça, un géologue lui a dit de faire comme ça, un autre géologue lui a dit non, 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 tu n'enlèves pas, tu touches pas, tu quoi. Je dis bon, les gars, il faut standardiser, il faut aller vous voir, les seniors, écrivez un document et justifier n'importe quelle action qu'on doit faire, pourquoi on doit le faire, et puis on valide, et puis tout le monde fait comme ça.
Voilà, donc ça doit apparaître dans votre SOP. Et le SOP, c'est dans la partie Quality Assurance. S'assurer de la qualité, que tu es en train de chercher de la qualité. Merci, grand. C'est ça. Donc, je vais noter ça. S'assurer. Une seconde. Désolé, s'assurer. Ok. Voilà, donc, bien, ça, quand on verra YouGuys, voilà, c'est la même chose. Voilà, comme le doyen l'a dit, il faut respecter les SOP de la boîte. Voilà, donc, c'est quelques exemples de SOP. Voilà, négatif, voilà, divisé par 2, là, voilà, positif, comme on l'a dit. Voilà. Voilà. Et donc, comme je le disais tantôt, beaucoup de nos données, voilà, les logiciels existent. Micromine, il y a Lifor, il y a Access, voilà, surtout les données de sondage, il y a pas mal de logiciels, Surpack, Datamine, Vulkan, il y a tellement de logiciels qui permettent de valider les données, que ce soit les données de surface ou les données de profondeur. Et il faudra vraiment maîtriser au minimum, je ne sais pas si il peut de 3 logiciels de dernière génération, parce qu'à tout moment, vous savez, les entreprises se rachètent au fur et à mesure. Donc, il faut donc se mettre aussi à la page des logiciels pour que vraiment, voilà, un beau. Maintenant, bon, comme le doyen le disait, il y a de plus en plus, on a des gestionnaires de bases de données, data manager, database manager. Donc, en général, le géologue même ne touche pas. Mais bon, il faut toujours savoir, voilà, comment ça se présente. Il faut savoir comment ça se présente. Voilà. Et donc, il y a le cours, comme on l'a dit, il y en a un cours dans le groupe 911, voilà, un cours qui est dédié exclusivement donc, à la gestion donc, de la base de données. Voilà. Donc, on vous recommande vivement de prendre ce cours. Voilà, c'est très bien. Bien. Donc, quelques idées sur la validation des données. La validation des données offre un large éventail d'outils de contrôle, incluant la vérification des codes normalisés, des données de forêt de surface. Avant toute modification, le système s'assure de la cohérence et de la validité des intervalles. Ainsi, toutes les informations saisies dans la base de données, qu'elles proviennent d'Acquire, comme je disais, Acquire, c'est un logiciel également de gestion de base de gestion de données. Voilà. Et qui a vraiment fait beaucoup de preuves. Voilà. Et ces données-là sont validées avant leur intégration, garantissant le respect permanent des standards de l'entreprise. Voilà, c'est ce que le doyen vient de le dire. Il faut vraiment garantir le respect des SOP, des règles, des méthodes de l'entreprise. Voilà. Toute entreprise a une façon de travailler. Voilà, donc il faut donc suivre ces méthodes. Deux types, on peut avoir plusieurs, il y a deux types de validation. Et il y a la validation définie par le système d'accès. Voilà, par exemple, les azimuts, comme je le disais tantôt, c'est des zéros. Voilà. Quand on faisait le cours de validation de données, je pense qu'on avait dit 0 degré à 360 et le doyen est revenu pour dire que les azimuts, c'est de 0 à 359. Vous voyez, dans la rapidité, on peut saisir des choses. Voilà. Et les azimuts, comme on le sait, varient de 0 à 359, l'épandage également de 0,90. Voilà quelques types de validation. La validation définie par le gestionnaire de la base de données. Voilà. Comme l'utilisation des codes internes de lithologie propre à l'entreprise, ce second type de validation peut être ajusté ou modifié à tout moment selon les besoins. Donc, à tout moment, et par exemple, vous voulez, on vient de découvrir une nouvelle, ou bien on vient de découvrir une nouvelle roche dans la zone. Voilà, on ne sait pas quel est le nom donné. Voilà, on peut, par exemple, on avait souvent on disait des roches quartz phosphate. Donc, quartz phosphate porphyrie, ce code-là existait beaucoup. Donc, du coup, avant de donner le nom probable de la roche, voilà un code qu'on peut donc ajouter à la base de données. Donc, le manager ou le géologue en charge du projet peut venir voir la base de données,
voilà le nom de, voilà un nom qu'on a défini. Il faudra donc ajouter donc au code, au code, à la liste des lithologies. Voilà. Les données sont issues de diverses activités. Voilà. Les données peuvent provenir de la cartographie des régolithes, de la cartographie géologique également, des études de géochimie, voilà, l'analyse des sols, des matériaux, des lacs, des termitières, des stream sediments, de la lithologie également, voilà, et des données ponctuelles qui sont donc récoltées sur le terrain. Il y a également les travaux d'excavation comme les tranchées, les observations géologiques et structurales effectuées le long des rainurages verticales, voilà, ou dans les fosses. Même également, comme on l'a dit, durant les forages. Désolé, hein, parce que il y a quelques enfants qui... Voilà. On a quelques forages, voilà, que ce soit la DD, le RC. Voilà, on a parlé ici du programme de forage ECO, de RAB et du haut, et du programme de la tarière. Donc, toutes nos données peuvent provenir, voilà, comme on l'a dit, tous les programmes on a évoqués. Voilà, et c'est de partout. Voilà, il y a la géophysique également. Voilà, les infrastructures pour ceux qui vont d'ailleurs commencer qui vont faire, qui travaillent sur une mine. Voilà, il y a tellement de données à récolter. Voilà, ceux qui vont faire les tests des test pits, voilà, les puits de géotechnique. Voilà, pas mal de choses rentrent dans la gestion de base de données. Voilà, il y en a tellement, la topographie, la photographie aérienne, les annotateurs cartographiques. Voilà voilà, un résumé des données que, voilà, nous pouvons traiter. Voilà. Et la qualité de la donnée, les principales sources d'erreur, comme on l'a dit, peuvent provenir premièrement des erreurs de mesure. Voilà, comme on l'a dit, la calibration de nos appareils, que ce soit le GPS ou encore la boussole. Voilà, est-ce qu'il faut tenir compte de ce qu'on appelle la déclinaison magnétique, toujours, ça c'est la première des choses. Même si c'est un point boussole, avant de mesurer une structure ou un différent de chose, il faut toujours regarder la déclinaison. Parce qu'un géologue peut prendre ta boussole et puis aller sur le terrain, et par manipulation, il peut dire, bon, moi j'ai décidé de prendre de telle façon. Donc du coup, il faut toujours voir la boussole. Voilà, c'est pas parce qu'il veut te faire une erreur, mais il faut que tu sois un peu vigilant aussi en utilisant ton matériel. Voilà. Comme tu te lèves le matin, tu as tendance à te tirer un peu pour voir si tu es en forme. C'est la même chose. Il faut que l'appareil aussi soit vraiment calibré. Il y a des erreurs de manipulation des échantillons, comme on l'a vu tantôt, dans la collecte, et la variabilité naturelle, comme le donné disait, au niveau donc de la minéralisation, ce qu'on appelle aussi l'effet pépite. Voilà. Et donc, s'agissant donc des premières erreurs, les erreurs de mesure. Brièvement, les erreurs de mesure surviennent parce qu'aucune méthode, qu'il s'agisse de matériel de terrain, d'instruments calibrés, d'analyse en laboratoire, ne permet pas d'obtenir des mesures parfaitement exactes de la teneur du minerai. Ces erreurs peuvent être réduites grâce à une bonne calibration des instruments et une formation adéquate du personnel. Voilà. Et c'est ça. Le personnel, c'est la première, c'est la première, comme on le dit, c'est vraiment ce qui est de plus important en entreprise. Et donc, il y a les appareils, mais il faut former également le personnel. Toujours. Et un entretien régulier du matériel. Un type particulier d'erreur de mesure est lié à la limite de détection, voilà, de la méthode utilisée. Voilà. Lorsque la concentration d'un élément chimique devient très faible, il devient de plus en plus difficile d'obtenir une mesure précise. Voilà. Donc, voilà, on va s'arrêter là pour avancer un peu sur les autres. Vous verrez que on a dit ici, hein, voilà, il est important de ne jamais indiquer une concentration égale à 0. Cela indiquerait que la valeur est simplement inférieure à la limite de détection, comme on a dit, pour ces cas-là. Ainsi, au lieu d'écrire 0, on note inférieur. Monsieur Aya. Oui. Allô? Je pense que bientôt, on sera à 1 heure, on sera obligé de relancer encore. C'est ça. Tu veux ajouter quelque chose? Allô? Vous m'entendez?
Oui, nous vous attendons. On écoute très bien. Ok. Ok. Donc, Jared voulait ajouter quelque chose, je pense. Bon, le temps qu'ils viennent, on va continuer. Ok. Donc, au lieu de mettre... Voilà, c'est parti.